Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce qu'on pourrait appeler le langage caché de la réalité. On va partir à la recherche des motifs, des structures qui organisent notre univers, et on verra si nos propres mots sont capables de les décrire. Bref, c'est un vrai voyage au cœur de ce qui nous entoure. Ok, pour commencer, prenons quelque chose de tout simple, que tout le monde connaît. Une feuille. Quand on la regarde comme ça, de prime abord, ça a l'air d'être juste un ensemble de détails, un peu chaotique, non? Mais et si on regardait d'un peu plus près? Et si, en fait, il y avait un ordre caché dans ce qui semble être du désordre? Imaginez que, dans les nervures de cette feuille, il y a un genre de code secret. Un code qui régirait bien plus que le simple monde végétal. Eh bien, ce secret, cet ordre qu'on devine, il a un nom. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on le connaît, on se met à le voir, mais alors absolument partout. Ce fameux code, c'est ce qu'on appelle une fractale. C'est un terme qui a été inventé par le mathématicien Benoît Mandelbrot. Et c'est là que c'est génial. Là où tout le monde voyait du bruit, juste du chaos mathématique, lui, il a vu autre chose, il a vu un motif. Une sorte de structure fondamentale qui se répète encore et encore à l'infini, peu importe si on zoome ou si on dézoome. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment fascinant. Parce que ce motif, ce n'est pas juste un petit truc joli qu'on trouve sur une feuille. Non, c'est bien plus que ça. C'est comme une signature, le plan de base de la réalité elle-même. Cette signature, on la retrouve vraiment partout. Prenez une fougère par exemple. Chaque petite partie est une copie en miniature de la plante entière. Pareil pour le chou romanesco, les deltas des grands fleuves, ou même les ramifications dans nos propres poumons, ou la forme d'un éclair dans le ciel. Et ça, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est la nature qui, pour être la plus efficace possible, elle réutilise la même formule gagnante encore et encore, à toutes les échelles. Et le plus fou, c'est que ce schéma va même au-delà du monde physique, de la matière. Il s'inscrit aussi dans le temps. Pensez-y, les cycles de boom et de crash économiques, l'ascension puis la chute des civilisations, tous ces motifs qui se répètent dans l'histoire. C'est toujours la même spirale, le même dessin fractal qui se rejoue dans le grand tissu de notre expérience humaine. Donc on le voit bien, les fractales, c'est pas juste une invention humaine pour essayer de décrire le monde. C'est exactement ça que dit cette citation. C'est comme une porte qu'on entrouve sur quelque chose de bien plus fondamental, sur l'architecture même de la réalité. On ne fait en fait que soulever un petit coin du voile. D'accord? Donc si l'univers nous parle à travers ces motifs, comment on fait pour l'écouter? Quel est l'outil que nous, les humains, on a développé pour essayer de comprendre ce code? Eh bien, c'est notre propre langage. Et cet outil, justement, le langage, il pose une question absolument fondamentale. Est-ce que c'est quelque chose d'inné, de gravé en nous dès la naissance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on construit au fil du temps? Pour répondre à cette question, il y a eu au fil de l'histoire des expériences assez folles, et souvent très cruelles. En Égypte ancienne, par exemple, un pharaon a fait isoler des bébés pour voir quelle langue ils parleraient naturellement. Résultat, ils ont fini par imiter le bêlement des chèvres. Bien plus tard, l'empereur Frédéric II a retenté le coup. Mais là, c'est encore plus tragique. Privés de tout contact humain, de toute parole, de toute affection, les enfants sont tous morts. Ce qu'on a compris avec ces échecs terribles, c'est exactement le contraire de ce qu'on cherchait. Le langage n'a rien d'inné. Il s'apprend, il est social et il est absolument vital pour nous. Parce que, et c'est ça le point clé, le langage ne sert pas juste à mettre des noms sur les choses. Non, il est l'outil qui, littéralement brique par brique, construit tout notre monde intérieur. C'est un processus qui se fait en plusieurs étapes en fait. D'abord, le langage nous donne le je. Il nous permet de nous voir comme un individu séparé du reste. C'est la naissance de la conscience de soi. Ensuite, il met de l'ordre dans le bazar de nos sensations. Il nous donne des catégories, table, chien, mer. Le chaos devient un monde organisé. Après ça, il nous ouvre la porte du temps, du futur. Il nous permet de planifier, de nous projeter. Mais voilà, cette porte vers l'avenir a un prix. En nous donnant un futur, le langage nous met face à l'idée qu'un jour, ce futur, il s'arrêtera. Et c'est là qu'on touche du doigt le grand paradoxe de cet outil incroyable qu'est le langage. Parce que s'il crée notre monde, eh bien, il en dessine aussi les murs. Il le confine. Chaque mot qu'on utilise est une frontière qui limite notre perception. Le philosophe Ludwig Wittgenstein a résumé ça dans une phrase devenue célèbre. Les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Pensez à ce que ça veut dire, c'est vertigineux. Ça signifie que ce qu'on ne peut pas nommer, on ne peut pas vraiment le penser. Notre univers mental s'arrête là où nos mots s'arrêtent. On pourrait voir ça comme une sorte de compression destructrice. D'un côté, on a la réalité, infinie, avec ses motifs fractaux, sa richesse inépuisable. Chaque arbre, chaque flocon de neige est unique. Et de l'autre, notre langage, qui, pour être efficace, est obligé d'écraser toute cette complexité sous une seule étiquette. Arbre, rouge, heureux. On gagne en efficacité, c'est sûr, mais on perd tellement de détails. Et le pire, c'est qu'on finit par oublier ce qu'on a perdu au passage.
Ce côté un peu sombre du langage, ce pouvoir de limiter la pensée a été exploré de façon magistrale par George Orwell dans son roman 1984. Il y imagine la novlangue, une langue spécialement conçue pour contrôler la pensée des gens. Regardez ce tableau. En remplaçant mauvais, terrible, horrible par un seul mot, pas bon, on supprime toutes les nuances de la négativité. Et le plus terrifiant, c'est quand on supprime complètement un mot comme liberté. Si le mot n'existe plus, l'idée elle-même devient difficile, voire impossible à concevoir. Comment on peut se battre pour quelque chose qui n'a même plus de nom ? Alors, la question se pose. Si nos mots peuvent être une prison, comment on s'en échappe ? Comment on fait pour toucher du doigt cette réalité brute, cette vérité qui est au-delà des mots ? On en arrive donc à la question ultime. Si le langage de l'univers, ce sont ces motifs fractales, et que notre propre langage est limité, imparfait, qu'est-ce qu'il nous reste ? Où peut-on trouver une communication qui soit vraiment universelle ? Peut-être qu'on la trouve simplement ici, dans un regard. Un regard qui peut transmettre tout un monde d'émotions, de sécurité ou de peur, bien avant qu'un seul mot soit prononcé. On la trouve aussi là, dans un simple contact, une main posée sur une épaule. Ça, c'est un langage que le corps comprend tout de suite. Pas besoin de dictionnaire, pas besoin de traduction. Et puis, bien sûr, il y a la musique, une mélodie. Elle ne décrit rien avec des mots, et pourtant, elle peut tout nous faire ressentir. Elle ne passe pas par la case cerveau, elle va droit au cœur, à l'émotion pure. Alors au final, le langage le plus universel, le plus vrai, n'est peut-être pas un langage de mots, mais tout simplement l'expérience directe, le fait de vivre les choses. Repensez aux enfants de cette expérience cruelle. Ils ne sont pas morts parce qu'on ne leur a pas appris de mots, ils sont morts parce qu'il leur a manqué quelque chose de bien plus essentiel, la chaleur humaine, l'affection, l'amour. Peut-être que les vérités les plus profondes, ce ne sont pas celles qu'on peut dire, mais celles qu'on doit vivre. Et c'est peut-être là, dans ce qui se passe au-delà des mots, dans un regard, un contact, un silence partagé, que se trouve la véritable clé pour comprendre la réalité.